capitaine, bonjour à tous. Le CICDE tire sept enseignements majeurs de cette guerre à ce stade, parce que malheureusement la guerre n'est pas terminée, vous le savez. La première leçon, c'est la plus évidente, c'est le retour d'une guerre de haute intensité aux portes de l'Europe. Une guerre, somme toute, très classique à l'échelle de l'histoire, mais un type de guerre qu'on pensait révolu et qui est très éloigné en fait de notre vision fantasmée d'un ordre mondial qui serait définitivement apaisé. Associé à ça, c'est le retour aussi de la rhétorique, de la grammaire nucléaire, avec une Russie qui à plusieurs reprises a menacé d'utiliser ses armes nucléaires. Et cette rhétorique nucléaire, elle joue un rôle majeur dans cette guerre, puisqu'elle vraiment elle conditionne les réactions des différents protagonistes, y compris nous occidentaux. Donc ce retour d'ailleurs est assez inquiétant parce que il y a carrément un risque derrière d'une nouvelle prolifération nucléaire dans les prochaines années à travers le monde, à mon sens. Voilà. Deuxième leçon, c'est que cette guerre, elle se déroule dans les 7 milieux et champs de conflictualité qu'on décrit en France. Donc, je vous les rappelle, ces 7 milieux et champs de conflictualité: terre, mer, air, espace, cyber, et auquel on rajoute 2 champs, qui sont le champ informationnel et le champ électromagnétique. Donc, ces 7 domaines ont tous leur importance. Et en négliger un vous expose clairement à de grands risques. Alors, je ne vais pas tous les détailler. Je vais faire quelques remarques, je dirais, de portée générale. D'abord, il y a plusieurs milieux semblent jouer un rôle mineur dans cette guerre, mais à mon sens, il serait très dangereux de considérer qu'ils sont devenus inutiles ou obsolètes. Je vais en citer 3. D'abord le cyber. Alors, mon voisin complétera mon propos, mais il y a eu clairement beaucoup d'attaques cyber russes au début de cette guerre, mais ces attaques en fait n'ont pas du tout été efficaces, tout simplement parce que l'Ukraine s'était extrêmement bien préparée, elle avait extrêmement bien protégé ses infrastructures, et sans cette grosse préparation en amont, il est clair que les effets cyber auraient été bien plus visibles et plus importants. Deuxième milieu, c'est le milieu maritime. Si aujourd'hui, en fait, il ne se passe pas grand-chose dans la mer Noire, c'est parce que en fait, les deux belligérants se neutralisent parfaitement. En fait, la Russie, la marine russe bénéficie d'une suprématie qui est incontestée au large, mais la défense côtière ukrainienne, qui est très efficace, l'empêche naturellement d'approcher les côtes et l'empêche de conduire notamment des opérations amphibies. Donc si vous rompez cet équilibre demain, il est clair que la guerre va prendre une toute autre tournure. Idem pour le milieu aérien. J'ai tendance à dire que si cette guerre aujourd'hui elle s'enlise, c'est notamment parce qu'aucun des deux belligérants ne parvient à obtenir la supériorité aérienne. Et donc ce serait à mon sens une grave erreur, une très grave erreur de considérer que ces milieux de conflictualité sont devenus obsolètes ou secondaires parce qu'ils ne sont pas déterminants dans cette guerre. Et bien au contraire, à mon avis, c'est parce que la liberté d'action des belligérants est empêchée dans ces milieux que cette guerre se prolonge. Ensuite, il y a des domaines qui effectivement de conflictualité qui jouent effectivement un rôle central dans la guerre. Donc c'est naturellement le milieu terrestre. Donc je pense que Pierre-Joseph Givre en parlera davantage. Moi, j'insisterai plus sur le champ informationnel. Le champ informationnel, la bataille en fait la bataille de l'information, elle est absolument décisive dans cette guerre, avec une Ukraine qui est très impressionnante, qui vraiment nous donne une leçon. La stratégie de communication ukrainienne, elle est absolument remarquable. Elle cible très concrètement, à mon sens, 3 publics, 3 audiences. D'abord, le peuple ukrainien et ses soldats, pour les galvaniser et pour renforcer ce qu'on appelle les forces morales, qui sont absolument essentielles, on en reparlera. Ensuite, elle cible l'opinion publique occidentale pour renforcer l'empathie et pour s'assurer derrière un soutien massif de l'Occident qui est absolument déterminant. Et puis, troisièmement, elle cible les Russes, notamment pour démobiliser les soldats russes. Les Ukrainiens sont très forts pour se moquer des soldats russes sur les réseaux sociaux, pour les faire passer pour de piètres soldats, et puis ainsi
leur faire perdre confiance. Du côté russe, la stratégie de communication, on va dire qu'elle a un échec vis-à-vis de l'Occident tellement elle est outrancière, mais c'est sans doute pas le but. En revanche, la stratégie d'influence russe, elle est quand même très efficace vis-à-vis du reste du monde, puisque quand même, je vous rappelle que les dirigeants de plus de 50% de l'humanité soutiennent ou refusent de condamner la Russie. Donc il est clair que le monde n'est pas aligné sur l'Occident, le monde ne pense pas comme nous, et ça, on doit en avoir pleinement conscience. Le troisième enseignement, c'est qu'il est difficile d'avoir une bonne compréhension des intentions de ses adversaires. Avant qu'elle débute, cette guerre paraissait très improbable à beaucoup d'observateurs très avisés. Elle leur paraissait improbable parce qu'en fait, ils considéraient que cette guerre elle était ingagnable par la Russie, tout simplement parce qu'ils savaient que la Russie n'arriverait pas à contrôler toute l'Ukraine, et puis qu'elle aurait pour la Russie un coût qui serait considérable, tant en termes humains, politiques, économiques. Et pour autant, malgré cette analyse très rationnelle, la Russie est passée à l'attaque, tout simplement parce que la Russie aussi se trompait dans son analyse, en fait. Elle se trompait dans son analyse, elle pensait que l'Ukraine allait tomber comme un fruit mûr, elle surestimait clairement les capacités des forces armées russes, et au contraire, elle sous-estimait la capacité de résistance ukrainienne et également les réactions occidentales. Quatrième enseignement, c'est qu'il est de plus en plus difficile de se cacher sur le champ de bataille, donc avec les satellites militaires civils, avec les drones, avec le renseignement d'origine électromagnétique, avec tout ce qu'on appelle les sources ouvertes, c'est-à-dire les médias, les réseaux sociaux, et toute l'information que votre population peut vous remonter, notamment via des applications numériques diverses et variées. Et bien, tout ça, ça participe à dissiper une partie du brouillard de la guerre, pas complètement, mais une partie. Et naturellement, derrière cette plus grande transparence du champ de bataille, il y a carrément de nouveaux risques, et puis il y a également des opportunités qu'il faut savoir saisir. Cinquième enseignement, la guerre reste un affrontement des volontés des forces morales. Là aussi, c'est un grand classique de la guerre. Et c'est vrai que des deux côtés, il faut quand même avoir des sacrées forces morales pour tenir dans une guerre qui dure déjà depuis près d'1 an. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail des forces morales ukrainiennes. La générale André Evrard, qui interviendra sur la prochaine table ronde, vous dressera un état des lieux très détaillé des forces morales ukrainiennes. Je parlais davantage des Russes. Les forces morales russes, elles sont présentes. Elles sont portées par un nationalisme très fort, qui est entretenu par un régime qui entretient un récit mémoriel fantasmé, comme nous l'a rappelé Céline Maranger dans son intervention. On note quand même des failles. Dans les forces morales russes, et qui expliquent, à mon sens, beaucoup de leurs problèmes au début de la guerre. Les forces morales russes, pour moi, elles apparaissent affaiblies en fait par le mensonge systémique qui gangrène la Russie. Et ça a des conséquences très concrètes sur le terrain. La première, c'est le déclenchement de cette guerre. Le déclenchement de cette guerre, en fait, il s'est fait à partir de renseignements qui étaient biaisés pour satisfaire des ambitions politiques, pour éviter de présenter des vérités qui dérangent aux politiques. Et puis ensuite, sur le terrain, le système russe aussi ne favorise pas ce qu'on appelle les comptes rendus honnêtes. Les comptes rendus honnêtes, c'est-à-dire en fait les informations qui remontent vers les chefs militaires sont souvent erronées, partiellement erronées, complètement fausses, en fait, surtout si en fait les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et donc ça fait que personne n'a vraiment une vision claire de ce qui se passe sur le champ de bataille, y compris les chefs. Et puis après, que dire aussi des forces morales de soldats qui n'ont pas été préparés psychologiquement à un conflit de haute intensité. On leur a vendu une opération militaire spéciale. On leur a dit vous allez être accueillis en libérateurs par un peuple opprimé par un régime nazi. Bon, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et bon, donc forcément, ils sont un peu surpris quand ils arrivent. Et puis après, que dire aussi des forces morales de soldats qui ont été recrutés dans des prisons ou qui ont été mobilisés de force. Ce n'est pas forcément le cadre idéal. Sixième enseignement, il faut de la profondeur stratégique pour durer dans une telle guerre. L'Ukraine, elle tient aujourd'hui sa profondeur stratégique du soutien massif de l'Occident. La Russie, elle dispose d'une stratégie, d'une profondeur stratégique à l'échelle d'un continent qui
qui est très riche en matières premières. Là encore, Céline nous a rappelé à quel point la Russie était grande en superficie et puis en richesse. Et puis la Russie a également basculé en économie de guerre, ce qui est quand même aussi qui change beaucoup la donne. Et puis la Russie a également conservé des stocks considérables de la guerre froide, donc en munitions, en équipements. Donc ça joue un rôle majeur dans la masse qui est capable de produire la Russie sur le champ de bataille. Et puis aussi, quelque chose qui m'a marqué, c'est que la Russie a réduit aussi un certain nombre de ses dépendances, pas toutes, mais un certain nombre de ses dépendances juste avant la guerre, et notamment dans le domaine alimentaire. Moi, j'étais impressionné de voir qu'en 4-5 ans, la Russie, qui était le premier importateur mondial de blé, de céréales, est devenu le premier exportateur mondial. Donc c'était un acte délibéré. Hein. C'était vraiment l'objectif de réduire les dépendances. Voilà, 7e enseignement, il y a des leçons à tirer à mon sens, de l'inventivité et puis de la faculté d'adaptation des deux belligérants. Chaque jour, en fait, ils inventent clairement de nouvelles façons de faire la guerre par de nouvelles tactiques, en bricolant de nouveaux équipements ou bien on va dire en combinant un peu ce qu'ils ont sous la main. Et nous avons par exemple des leçons à tirer, à mon sens, de ce que font les Ukrainiens en mixant des capacités militaires et civiles, notamment ce qu'ils font avec les outils numériques du quotidien, donc téléphone portable, applications numériques du commerce. Tout ça au profit de ce qu'on appelle leur chaîne C2, leur chaîne de commandement et de conduite des opérations. Et donc toute la chaîne qui va leur servir à passer des ordres pour tout un tas de choses. Voilà. Donc voilà pour ces 7 leçons. J'ajouterai pour conclure quand même 2 bémols à ce que je viens de dire. C'est qu'un, il faut être humble. Il faut être humble dans nos analyses parce qu'on ne sait pas tout. On peut aussi surinterpréter certaines choses. Et puis deuxième point important, nos futurs engagements militaires, à nous France, auront certes des similitudes avec ce qui se passe en Ukraine, mais on n'aura jamais le même scénario qui se reproduira pour nous parce que, par exemple, on est dans un système d'alliance qui est quand même hyper solide entre l'Union européenne et l'OTAN, ce dont ne bénéficie pas l'Ukraine. Et puis, en dernier ressort, nous disposons aussi de la dissuasion nucléaire et ça change beaucoup de choses. Voilà, merci.